Nous avons mal compris l'univers. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'Adam Riess, prix Nobel de physique à l'université Johns Hopkins. Un homme qui a passé sa carrière à mesurer la vitesse à laquelle le cosmos se disloque. Et il ne fait pas dans le dramatique. Il lit ses propres données et nous dit simplement que quelque chose dans notre modèle de la réalité ne colle pas. Pendant près d'un siècle, la cosmologie s'est reposée sur un cadre unique et élégant. Nous l'appelons le modèle standard. Un ensemble d'équations et d'hypothèses qui décrit tout, depuis la première fraction de seconde après le Big Bang jusqu'à la structure à grande échelle de l'univers observable. Il a fonctionné magnifiquement pendant des décennies, expliquant observation après observation avec un niveau de précision presque suspect. Et puis le télescope spatial James Webb s'est allumé. Et ce qu'il a trouvé n'a pas confirmé notre compréhension, il l'a compliquée. Dans certains cas, il l'a contredite. Et plus nous avons regardé profondément avec cet instrument, plus les fissures se sont élargies. Si ce type de voyage intellectuel vous fascine, un simple geste pour aimer cette vidéo et vous abonner nous permet de continuer ces explorations. Maintenant, installez-vous confortablement. Ce que vous allez découvrir va changer votre façon de voir le ciel nocturne. Il faut commencer par le début, et le début, en cosmologie, c'est une question de vitesse. Imaginez que vous vous tenez au sommet d'une colline et que vous regardez un paysage infini. Des villages s'étendent dans toutes les directions, aussi loin que l'œil peut porter. Et chaque village s'éloigne de vous, pas parce qu'il bouge sur le sol, parce que le sol lui-même s'étire. Les villages proches s'éloignent lentement, les villages lointains s'éloignent rapidement, et les villages les plus éloignés, ceux qui se trouvent à l'horizon, s'éloignent si vite que la lumière qu'ils émettent ne vous atteindra plus jamais. C'est l'expansion de l'univers, et la vitesse à laquelle ce sol cosmique s'étire porte un nom, la constante de Hubble. Cette constante mesure le taux auquel l'univers s'expand en ce moment même, pas dans le passé, pas dans un futur théorique. Maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. On pourrait penser qu'un nombre aussi fondamental serait facile à déterminer. Deux méthodes, deux équipes, le même univers, la même réponse. C'est ainsi que la science est censée fonctionner. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ce n'est pas la première fois. La constante de Hubble cause des disputes depuis les années 1920, quand Edwin Hubble lui-même l'a calculée pour la première fois. Son estimation originale était si éloignée de la réalité qu'elle faisait paraître l'univers plus jeune que la Terre. Pendant des décennies après cela, deux camps d'astronomes se sont affrontés férocement pour savoir si la vraie valeur était plus proche de 50 ou de 100. Un désaccord si intense qu'il a divisé le domaine en deux. Au début des années 2000, le nombre avait finalement convergé. Tout le monde s'accordait à dire qu'il se situait autour de 70, à quelques unités près. La guerre était terminée. Le problème de mesure était résolu. Sauf qu'il ne l'était pas. Parce que, à mesure que les instruments sont devenus plus précis, une nouvelle fracture a émergé. Plus petite que l'ancienne, mais infiniment plus tenace. Pour comprendre cette fracture, il faut comprendre qu'il existe deux façons fondamentalement différentes de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Deux chemins qui devraient mener au même endroit, et qui, obstinément, refusent de le faire. La première méthode regarde en arrière. Très loin en arrière. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a passé environ 4 ans et demi à cartographier le fond diffus cosmologique, le faible écho de rayonnement laissé par l'époque où l'univers avait environ 380 000 ans. C'est la plus ancienne lumière de l'univers, émise au moment précis où l'espace est devenu suffisamment froid pour que les atomes se forment et que les photons puissent enfin voyager librement. Avant ce moment, l'univers était un brouillard opaque de plasma brûlant. Après, il est devenu transparent. Et la lumière de cet instant, étirée par 14 milliards d'années d'expansion, baigne encore l'univers entier
sous forme de micro-ondes à peine perceptibles. C'est cette lumière que Planck a capturée avec une précision sans précédent. À partir de cette carte, les physiciens ont extrait les conditions de l'univers primitif, la densité de la matière, la proportion d'énergie noire, la courbure de l'espace, le rapport entre matière ordinaire et matière noire. Puis ils ont injecté ces paramètres dans le modèle standard et fait tourner les équations en avant sur près de 14 milliards d'années pour prédire à quelle vitesse l'univers devrait s'étendre aujourd'hui. La réponse qu'ils ont obtenue était d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec, pour situer, c'est 3,26 millions d'années-lumière. Donc pour chaque tranche de 3,26 millions d'années-lumière que vous regardez vers l'extérieur, les galaxies s'éloignent de nous 67 km par seconde plus vite. Un nombre propre. Une marge d'erreur minuscule. Un niveau de confiance exceptionnel. La seconde méthode est plus directe. Au lieu de modéliser le passé et de projeter vers l'avant, elle mesure le présent. Adam Riess et son équipe, connue sous le nom de SH0ES, utilisent une technique appelée l'échelle des distances cosmiques. Ils commencent par mesurer la distance aux étoiles pulsantes, proches appelées céphéides variables. Ce sont des étoiles dont la luminosité fluctue à un rythme directement lié à leur luminosité intrinsèque réelle. C'est une propriété extraordinaire, découverte au début du XXe siècle par Henrietta Leavitt, une astronome travaillant à l'observatoire de Harvard. Elle a remarqué que les céphéides les plus lumineuses pulsaient plus lentement. Cette relation simple a transformé ces étoiles en chandelles cosmiques. Mesurer la pulsation, calculer la luminosité réelle, comparez-la à la luminosité apparente vue depuis la Terre, et vous obtenez une distance. À partir de là, l'équipe monte les échelons. Ils s'étendent vers des galaxies contenant à la fois des céphéides et un type spécifique d'étoiles explosantes appelées supernovas de type 1A. Ces supernovas sont extraordinairement utiles parce qu'elles explosent toutes avec approximativement la même luminosité de pic. Ce sont des naines blanches, des cadavres stellaires compacts qui absorbent de la matière d'une étoile compagnon jusqu'à atteindre une masse critique précise, environ 1,4 masses solaires, la limite de Chandrasekhar, moment auquel elles détonnent dans une explosion thermonucléaire d'une violence inimaginable. La beauté de ce processus est sa reproductibilité. Chaque supernova de type 1A est essentiellement la même bombe, avec la même puissance, dans n'importe quelle galaxie de l'univers. Une fois que vous les avez calibrés avec des céphéides dans la même galaxie, vous pouvez les repérer dans des galaxies à des centaines de millions d'années-lumière et calculer à quelle distance ces galaxies se trouvent. Combinez cela avec la vitesse à laquelle elles reculent, mesurée par le décalage vers le rouge de leur lumière, et vous obtenez la constante de Hubble. L'équipe de Riess a obtenu 73, pas 67. 73,6 km par seconde par mégaparsec. Plus rapide que ce que le modèle standard prédit, cela pourrait sembler être une erreur d'arrondi. Ce n'en est pas une. Dans un domaine où les mesures sont régulièrement précises, à 1% près, un écart de 8 à 9% entre deux méthodes indépendantes est énorme. C'est la différence entre un univers qui a environ 13,8 milliards d'années et un univers qui pourrait être plus d'1 milliard d'années plus jeune. Cela change la taille de l'univers observable. Cela change la vitesse à laquelle les galaxies se séparent. Cela change potentiellement la nature même de l'énergie noire qui pousse tout à s'écarter depuis la fin des années 1990. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si l'univers s'expand plus vite que notre meilleur modèle ne le prédit, alors tout ce qui découle de cette prédiction se décale. L'âge de l'univers rajeunit. Les distances entre les amas de galaxies changent. La chronologie de l'allumage des premières étoiles, de la forge des premiers éléments lourds dans les entrailles d'étoiles mourantes, du moment où les conditions pour les planètes, la chimie
et éventuellement la vie sont devenus possibles, tout cela se décale. Vous n'ajustez pas simplement un cadran sur un tableau de bord, vous redessinez l'histoire entière de tout ce qui a jamais existé. Pendant un temps, les scientifiques ont supposé que quelqu'un avait fait une erreur. La théorie la plus populaire était l'encombrement stellaire. Les céphéides variables ont tendance à vivre dans les disques denses et poussiéreux des galaxies plus jeunes. Quand le télescope spatial Hubble les observait, ces caméras mélangeaient parfois la lumière d'étoiles voisines ensemble, rendant les céphéides plus brillantes qu'elles ne l'étaient réellement. Des céphéides plus brillantes signifient des distances calculées plus courtes. Des distances plus courtes signifient une constante de Hubble plus élevée. Si l'on pouvait nettoyer ce mélange, argumentaient les sceptiques, la tension se relâcherait. Alors, Rees a pointé le télescope spatial James Webb vers les mêmes étoiles. Webb orbite autour du Soleil à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà de l'interférence de l'atmosphère et du rayonnement thermique de notre planète. Son miroir, plaqué or de 6,5 mètres, collecte la lumière infrarouge avec une sensibilité qui fait ressembler Hubble à une paire de lunettes de lecture. Si un télescope pouvait trancher cette question, c'était Webb. L'attente dans une grande partie du domaine était que Webb allait doucement dégonfler la tension, que sa vision plus nette révélerait le mélange, corrigerait les distances et ramènerait la constante de Hubble en ligne avec le modèle standard. Certains astronomes rédigeaient déjà la notice nécrologique de la crise avant même que les données n'arrivent. Les caméras infrarouges de Webb peuvent percer la poussière et l'encombrement avec une précision que Hubble n'a jamais eue. Si le mélange était le problème, Webb le montrerait. Les céphéides apparaîtraient un plus faibles à travers les yeux de Webb. Les distances s'étireraient et la constante de Hubble redescendrait vers 67. Crise évitée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Webb a confirmé les chiffres de Hubble. Pas approximativement, presque exactement. Les céphéides avaient la même apparence. Les distances y tenaient, le taux d'expansion restait à 73. Au début de l'année 2024, l'équipe SH0ES a publié un article dans les Astrophysical Journal Letter, annonçant qu'ils avaient désormais couvert toute la gamme des observations de céphéides de Hubble avec Webb, s'étendant jusqu'à une galaxie appelée NGC 5468, à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre. Plus de 1000 céphéides dans 5 galaxies hautes de 8 supernovas. La conclusion était sans équivoque. L'erreur de mesure pouvait être exclue avec une confiance très élevée. Rees l'a formulée simplement. Avec les erreurs éliminées, ce qui reste est la possibilité que nous ayons mal compris l'univers. Lors d'une conférence en 2019 à l'Institut Kavli de physique théorique en Californie, Rees a demandé à David Gross, prix Nobel de physique des particules, si le domaine devait commencer à appeler cette divergence un problème. Gross l'a corrigé. Il a dit qu'il ne devrait pas l'appeler une tension et qu'il ne devrait pas l'appeler un problème. Il devrait l'appeler une crise. En décembre 2024, la crise s'était approfondie. L'équipe de Rees a publié sa plus grande étude Webb à ce jour, utilisant des données collectées au cours des 2 premières années d'opération du télescope. Ils ont employé 3 méthodes séparées pour mesurer les distances aux galaxies hautes de supernovae, croisant les céphéides avec les étoiles carbonées, et une technique appelée le sommet de la branche des géantes rouges. Les 3 méthodes concordaient avec les mesures originales de Hubble. Toutes les 3 pointaient vers un univers qui s'expand plus vite que le modèle standard ne l'autorise. Soit le modèle est faux, soit quelque chose se cache à l'intérieur de la physique que nous n'avons pas pris en compte. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que la tension soit même réelle. Wendy Friedman, une astronome à l'Université de Chicago, a passé des années à construire une échelle des distances indépendantes qui repose moins lourdement sur les céphéides. Son équipe utilise des types d'étoiles supplémentaires,
les géantes rouges, et une classe appelée étoile JAGB, qui se trouve dans des régions moins encombrées des galaxies et sont moins susceptibles d'être affectées par la poussière et le mélange. Quand elle a soumis sa propre analyse Webb en août 2024, ces 3 méthodes ont donné des réponses différentes. Les méthodes des géantes rouges et des JAGB ont atterri autour de 68 à 70, cohérentes avec le modèle standard. Sa mesure par les céphéides est ressortie plus haute, proche de 72, mais avec des incertitudes plus grandes. Son résultat combiné global était d'environ 70, assis dans une sorte de no man's land entre les deux camps. Saul Perlmutter, cosmologiste lauréat du prix Nobel à l'Université de Californie à Berkeley, qui a examiné les données de Friedman avant leur publication, a noté que les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une tension à l'intérieur des mesures stellaires elles-mêmes, avant même de les comparer au fond diffus cosmologique. C'est un type de problème différent. Cela signifie que l'échelle des distances, l'outil sur lequel les astronomes s'appuient depuis un siècle pour cartographier l'univers proche, pourrait avoir des problèmes non résolus à sa fondation qu'aucun télescope unique ne peut corriger. Riss a répondu. Il a argumenté que l'équipe de Friedman avait utilisé un sous-ensemble petit et potentiellement non représentatif de supernovas dans leur analyse, ce qui pourrait biaiser les résultats vers le bas. Le désaccord entre les deux camps est devenu l'une des rivalités les plus suivies de la physique moderne. 2 équipes, toutes 2 brillantes, toutes 2 méticuleuses, toutes 2 regardant le même ciel, arrivant à des conclusions différentes sur ce que le ciel leur dit. Une possibilité qui revient sans cesse s'appelle l'énergie noire précoce. Un hypothétique pic supplémentaire d'expansion qui se serait produit dans les premières centaines de milliers d'années après le Big Bang, puis aurait disparu. Si quelque chose comme cela s'était produit, cela aurait modifié les conditions de l'univers primitif, juste assez pour décaler la prédiction de Planck vers le haut, plus près de 73. Sans briser les autres choses que le modèle standard réussit correctement. Mark Kamionkowski, un cosmologiste à Johns Hopkins qui a contribué à développer cette idée, l'a comparé à l'univers recevant un coup de pied inattendu juste après sa naissance. Une poussée qui se serait propagée à travers 14 milliards d'années d'expansion, altérant légèrement le taux que nous mesurons aujourd'hui. Personne ne sait si l'énergie noire précoce est réelle. Personne ne l'a détectée. Mais c'est l'une des rares idées qui pourrait résoudre la tension de Hubble sans démolir tout le reste qui fonctionne. La tension serait suffisante à elle seule. Mais Webb a porté un second coup. Presque dès que le télescope a commencé à observer, il a trouvé des galaxies dans l'univers primitif qui n'avaient rien à y faire. Pas de petites galaxies pâles et infantiles, ce que le modèle standard prédisait à ces distances. Des galaxies massives. Des galaxies vues telles qu'elles existaient seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Certaines d'entre elles rivalisant avec la Voie lactée en masse. Une galaxie qui avait pris à notre propre voisinage 13 milliards d'années à construire, s'était apparemment assemblée en moins d'1 milliard. Mike Boylan-Colchin, un astronome à l'Université du Texas à Austin, a fait les calculs dans une étude publiée dans Nature Astronomy. Il a montré que 6 des candidats de galaxies les plus précoces et les plus massives observés par Webb poussaient directement contre la limite absolue de ce que le modèle standard permet. Pour former des galaxies aussi lourdes aussi rapidement, presque chaque atome disponible dans leurs halos de matière noire environnant aurait dû se convertir en étoile. Dans un univers normal, ce taux de conversion se situe autour de 10%. 90% du gaz ne finit tout simplement jamais par former quoi que ce soit. Il est trop chaud, ou il est expulsé par le rayonnement, ou il dérive simplement. Ces galaxies semblaient fonctionner à 100% d'efficacité, comme une usine qui transforme chaque gramme de matière première en produit fini sans aucun déchet. La physique ne fonctionne pas de cette façon. Pas dans aucun modèle que quiconque avait construit. La réaction initiale a été franchement
l'alarme. Si des galaxies aussi massives s'étaient vraiment formées aussi rapidement, alors soit nos modèles de formation des galaxies sont profondément incomplets, soit le modèle standard de la cosmologie lui-même nécessite une révision. Certains physiciens ont proposé que de nouvelles particules ou forces pourraient avoir existé dans l'univers primitif, accélérant la formation stellaire au-delà de tout ce que les modèles actuels prédisent. Puis est venue une correction. Catherine Suess, alors doctorante également à l'Université du Texas, a dirigé une étude publiée en 2024 qui a réexaminé les données. Elle a découvert que beaucoup des galaxies apparemment trop massives étaient trompées par leur propre trou noir. Ces galaxies, surnommées les petits points rouges à cause de leur couleur et de leur taille compacte, abritaient des trous noirs qui dévoraient rapidement du gaz. La friction de toute cette matière en chute libre l'a chauffée à des températures extrêmes, et cette chaleur rayonnait vers l'extérieur sous forme de lumière. Beaucoup de lumière, se mélangeant avec la lumière stellaire de la galaxie elle-même. Depuis des milliards d'années-lumière, à travers les caméras de Webb, une galaxie avec un trou noir affamé en son centre ressemble presque exactement à une galaxie avec 10 et 10 fois plus d'étoiles. Le télescope voit de la luminosité, et la luminosité est habituellement un indicateur fiable de la masse. Habituellement. Dans ces cas, le trou noir faisait le travail de milliards de soleils, gonflant la taille apparente de la galaxie, comme une lampe torche scotchée à une bougie. Une fois ces petits points rouges retirés de l'échantillon, les galaxies restantes rentraient dans les prédictions du modèle standard. Steven Finkelstein, le directeur de thèse de Suess, a été direct. Il n'y a pas de crise en termes de modèle cosmologique standard, a-t-il dit. Pas du côté des galaxies, en tout cas. Mais l'histoire ne s'est pas terminée proprement là. Même après avoir retiré les petits points rouges, environ 2 fois plus de galaxies massives restaient que ce que le modèle standard prévoit. Pas assez pour briser le modèle. Assez pour le tordre. Suess a suggéré que les étoiles se sont peut-être formées plus rapidement dans l'univers primitif qu'elles ne le font aujourd'hui. Que les conditions plus denses, peu après le Big Bang, rendaient plus difficile l'échappement du gaz pendant la formation stellaire, permettant au processus de s'accélérer. Une explication raisonnable, mais qui nécessite encore des ajustements à la façon dont nous pensons que les galaxies ont grandi. Et puis au début de 2025, Webb a trouvé autre chose. Une galaxie spirale massive, rapidement surnommée la Grande Roue, qui existait dans les 2 premiers milliards d'années de l'univers. La structure spirale prend du temps à se développer. Elle nécessite une croissance relativement calme et ordonnée, pas les fusions chaotiques qu'on attendrait dans un jeune univers. Temiya Nanayakara, l'un des astronomes qui l'a découverte à l'Université de technologie de Swinburne, a déclaré que la galaxie avait soit assemblé sa masse de manière inhabituellement ordonnée, soit formé la plupart de ses étoiles sur place sans les collisions violentes qui construisent typiquement les grandes galaxies. L'une ou l'autre explication défie la pensée conventionnelle. Pendant ce temps, une équipe séparée à Cambridge a utilisé Webb pour étudier plus de 250 galaxies de la même époque et a trouvé le schéma opposé. La plupart d'entre elles étaient des systèmes chaotiques, turbulents et grumeleux qui ne s'étaient bon et pas encore stabilisés en disques rotatifs lisses. Donc, l'univers primitif contenait à la fois des galaxies adolescentes désordonnées et au moins une spirale remarquablement mature coexistant dans la même époque. Ce n'est pas une contradiction que le modèle standard gère avec grâce. Et rien de tout cela ne traite des galaxies allongées. Une étude publiée dans Nature Astronomy fin 2025, dirigée par Alvaro Pozo et incluant des chercheurs du MIT, de Harvard et de Taipei, a découvert que beaucoup de jeunes galaxies observées par Webb apparaissent étrangement étirées, comme des cigares cosmiques. Ces formes allongées ne correspondent pas aux prédictions du modèle de matière noire froide, qui est l'épine dorsale de la cosmologie standard. Elles correspondent cependant aux prédictions de modèles alternatifs, la matière noire tiède et la matière noire ondulatoire,
dans lesquelles les filaments de la structure à grande échelle de l'univers sont plus lisses, permettant aux gaz et aux étoiles de s'écouler le long d'eux en courant allongé. Cette distinction compte plus qu'elle n'en a l'air. La matière noire froide n'est pas simplement un ingrédient du modèle standard. C'est l'échafaudage. Elle détermine où les galaxies se forment, comment elles s'agrègent, à quoi ressemble la structure à grande échelle de l'univers aux plus grandes échelles. Si les particules de matière noire sont plus légères ou se comportent différemment de ce que le modèle froid suppose, les ondulations de ce changement se propageraient à travers presque chaque prédiction que fait la cosmologie. Cela altérerait la masse des amas de galaxies. Cela décalerait la distribution attendue des galaxies naines autour des plus grandes, une distribution qui est déjà une source de tension depuis des années. Cela changerait la façon dont la lentille gravitationnelle courbe la lumière autour des objets massifs. Vous ne pouvez pas remplacer les fondations d'un bâtiment et vous attendre à ce que les murs restent où ils sont. Alors, où cela nous laisse-t-il? Le modèle standard n'est pas mort, pas même de loin. Il explique encore le fond diffus cosmologique avec une précision extraordinaire. Il a prédit les abondances d'hydrogène et d'hélium dans l'univers. Il rend compte de l'agrégation des galaxies à travers des milliards d'années-lumière. Aucun modèle concurrent ne peut égaler son palmarès. Mais il développe des fractures qui n'étaient pas là il y a 10 ans. La tension de Hubble refuse de disparaître. L'univers primitif produit des galaxies qui sont plus grandes, plus structurées et plus étranges que prévu. La nature de la matière noire, qui constitue environ 27% de tout ce qui existe, pourrait ne pas être ce que nous modélisons depuis 25 ans. Et l'énergie noire, les 68% de l'univers responsable de son expansion accélérée, reste un nom provisoire pour quelque chose que nous ne pouvons ni identifier, ni mesurer directement, ni expliquer. Il y a même une seconde tension, plus discrète, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Elle s'appelle la tension S8 et elle concerne la granulosité de l'univers. Le modèle standard prédit une certaine quantité d'agrégation dans la distribution de la matière à travers l'espace. Quand les astronomes mesurent cette agrégation directement, ils trouvent systématiquement un peu moins d'agrégation que ce que le modèle prévoit. Adam Riess l'a qualifiée de petite sœur de la tension de Hubble. Moins dramatique, mais à surveiller. Si les deux tensions s'avèrent réelles, elles pourraient être les symptômes du même problème sous-jacent. Deux fissures dans le même mur. Riess l'a formulé prudemment en décembre 2024, comme il le fait souvent. La divergence entre le taux d'expansion observé et les prédictions du modèle standard suggère que notre compréhension de l'univers pourrait être incomplète. 2 télescopes phares de la NASA confirment maintenant les résultats l'un de l'autre. Nous devons prendre ce problème au sérieux. Ce qui est remarquable dans ce moment de la cosmologie, c'est que l'anxiété est productive. Personne ne panique. L'humeur dominante est plus proche du sentiment que vous avez quand vous assemblez un puzzle depuis des années, confiant que vous aviez la bonne image. Et puis, vous trouvez une pièce qui ne rentre nulle part. Cela ne signifie pas que le puzzle est faux. Cela signifie que l'image sur la boîte pourrait ne pas être l'image complète. De nouveaux instruments arrivent. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA mènera des relevés grand champ conçus spécifiquement pour étudier l'énergie noire. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne cartographie déjà la géométrie de l'univers à une échelle qu'aucun télescope n'avait tenté auparavant. Les futures publications de données du télescope spatial Gaia permettront aux astronomes de calibrer les distances des céphéides avec une précision géométrique, éliminant une autre source potentielle d'erreur. Et le télescope cosmologique d'Atacama a déjà produit la carte au sol la plus détaillée jamais réalisée du fond diffus cosmologique, poussant légèrement l'estimation de Planck vers le haut, mais pas assez loin pour combler l'écart. Nous vivons à l'intérieur d'une question. L'univers le plus précisément mesuré de l'histoire nous dit 2 choses différentes en même temps. Et les 2 semblent être correctes.
quelque chose dans l'espace entre le début et maintenant, dans ces 14 milliards d'années que nous n'avons jamais directement observé, fait quelque chose que nous ne comprenons pas. Un ingrédient que nous n'avons pas identifié, un processus que nous n'avons pas modélisé, une propriété de l'espace-temps que nous n'avons pas imaginée. La cosmologie a déjà été ici auparavant. Dans les années 1990, le domaine a failli s'effondrer sous le poids d'une contradiction différente. Des mesures suggérant que l'univers était plus jeune que ses étoiles les plus anciennes. Cela n'avait aucun sens. Les étoiles ne pouvaient pas être plus vieilles que la chose à l'intérieur de laquelle elles vivaient. Puis est venue la découverte que l'expansion de l'univers accélérait, propulsée par l'énergie noire, et le tableau entier s'est assemblé d'un coup. Ce qui ressemblait à un défaut fatal s'est avéré être l'ombre de quelque chose d'énorme que personne n'avait encore vu. C'est la chose avec les crises en physique. Elles ressemblent à des fins. Elles se révèlent presque toujours être des portes. Mais pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette porte, il faut plonger plus profondément dans la nature même de ce que nous mesurons. Parce que la constante de Hubble n'est pas simplement un nombre. C'est un miroir. Un miroir dans lequel l'univers entier se reflète, et ce que nous voyons dans ce reflet dépend de l'angle sous lequel nous regardons. Commençons par quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. L'expansion de l'univers ne signifie pas que les galaxies se déplacent à travers l'espace. Cela signifie que l'espace lui-même s'étire. C'est une distinction qui semble subtile, mais qui change tout. Quand nous disons qu'une galaxie lointaine s'éloigne de nous à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde, nous ne décrivons pas une galaxie qui file comme une fusée à travers un espace statique. Nous décrivons un espace qui grandit, qui s'enfle, qui se déploie entre nous et cette galaxie, augmentant la distance même si ni nous ni la galaxie ne bougeons dans notre référentiel local. C'est le tissu même de la réalité qui enfle. Et la vitesse de cette enflure est ce que la constante de Hubble mesure. Maintenant, imaginez que ce tissu ne se comporte pas de manière parfaitement uniforme. Imaginez qu'il y a des variations, des bosses, des endroits où l'expansion est légèrement plus rapide ou plus lente qu'ailleurs. Si de telles variations existent, et la physique suggère qu'elles devraient exister, alors la valeur que vous mesurez pour la constante de Hubble dépendrait de la direction dans laquelle vous regardez et de la profondeur à laquelle vous sondez. Vous ne mesureriez pas une constante universelle. Vous mesureriez un échantillon local d'un phénomène qui varie à travers le cosmos. Certains physiciens pensent que c'est exactement ce qui se passe. Ils proposent que notre coin de l'univers pourrait se trouver dans une sorte de bulle de sous-densité, une région où il y a légèrement moins de matière que la moyenne cosmique. Dans une telle bulle, l'expansion locale serait plus rapide que l'expansion globale, exactement comme l'eau coule plus vite à travers une section élargie d'un tuyau. Si nous mesurons la constante de Hubble en utilisant des objets qui se trouvent principalement à l'intérieur de cette bulle, nous obtiendrions une valeur artificiellement élevée. La bulle locale gonflerait le nombre. C'est une idée séduisante, mais elle a un problème. Pour expliquer la tension de Hubble, la bulle devrait être exceptionnellement grande, s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Et le fond diffus cosmologique, cette image de l'univers bébé que Planck a cartographié avec tant de précision, montre un univers remarquablement uniforme à grande échelle. Les fluctuations existent, mais elles sont petites, de l'ordre d'une partie pour 100 000. Une bulle de sous-densité assez grande pour causer un écart de 9% dans la constante de Hubble serait une anomalie colossale, quelque chose qui aurait dû laisser une empreinte visible dans le fond diffus cosmologique. Et pourtant, aucune empreinte de ce genre n'a été identifiée de manière convaincante. Il y a une autre possibilité, plus radicale, qui touche au fondement même de la physique. Et si la gravité elle-même ne fonctionnait pas exactement comme nous le pensons? La relativité générale d'Einstein est le pilier sur lequel toute la cosmologie moderne est construite.
C'est elle qui nous dit comment la masse courbe l'espace-temps, comment la lumière suit ses courbures, comment l'expansion de l'univers répond à son propre contenu en matière et en énergie. Chaque mesure de la constante de Hubble, qu'elle utilise le fond diffus cosmologique ou l'échelle des distances, présuppose que la relativité générale est exacte à toutes les échelles et à toutes les époques. Mais nous savons que la relativité générale est incomplète. Elle ne s'accorde pas avec la mécanique quantique, l'autre pilier de la physique moderne. À l'intérieur des trous noirs et dans les premiers instants du Big Bang, là où la gravité et la physique quantique devraient vraiment coexister, les équations d'Einstein produisent des singularités, des infinis mathématiques qui signalent non pas une réalité infinie, mais les limites de la théorie elle-même. Certains théoriciens explorent des modifications de la gravité qui pourraient résoudre la tension. Des théories où la constante gravitationnelle n'est pas vraiment constante, mais varie lentement au fil du temps cosmique. Des théories où de nouvelles forces émergent à des échelles cosmologiques, trop faibles pour être détectées en laboratoire, mais assez puissantes pour altérer le taux d'expansion de l'univers. Des théories où l'espace-temps lui-même possède des propriétés que la relativité générale ne capture pas, une sorte de viscosité cosmique qui affecte la façon dont l'expansion se propage. Aucune de ces idées n'a encore été confirmée. Aucune n'a produit un modèle qui surpasse le modèle standard dans tous les domaines où celui-ci réussit. Mais le fait qu'elle soit non et prise au sérieux par des physiciens de premier plan dit quelque chose sur la gravité, sans mauvais jeu de mots, de la situation. Revenons aux galaxies, parce que c'est là que l'histoire devient peut-être la plus étrange. Ce que Webb a révélé dans l'univers primitif n'est pas seulement un problème de nombre, c'est un problème de maturité. Les galaxies que nous voyons dans les premiers milliards d'années de l'univers ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient. Elles sont trop grandes, trop organisées, trop rapidement développées. C'est comme ouvrir un album de photos de famille et découvrir qu'à l'âge de 6 mois, votre enfant avait déjà une barbe complète et un doctorat. Le modèle standard de la formation des galaxies fonctionne de bas en haut. De petites structures se forment d'abord. De petits nuages de gaz s'effondrent sous leur propre gravité, forment des étoiles. Et ces petites collections fusionnent progressivement en structures plus grandes. Les galaxies grandissent comme les villes, commençant comme des villages qui fusionnent en bourgs, puis en métropole, sur des milliards d'années. C'est un processus lent, cumulatif, chaotique. Il laisse des traces. Les galaxies construites par fusion portent les cicatrices de leurs collisions passées, des courants stellaires, des halos déformés, des structures irrégulières. Mais certaines des galaxies que Webb observe dans l'univers primitif n'ont pas ces cicatrices. Elles sont lisses, ordonnées. Certaines ont même des bras spiraux bien définis, une structure qui, selon nos modèles, nécessite des milliards d'années de rotation tranquille et non perturbée pour se développer. Les trouver dans un univers qui n'a que 2 milliards d'années, c'est comme trouver un chêne centenaire dans une forêt qui a été plantée la semaine dernière. Il y a des explications possibles qui ne brisent pas le modèle standard. Peut-être que les conditions dans l'univers primitif permettaient une formation stellaire plus efficace que ce que nous supposions. Le gaz était plus dense, les températures différentes, le refroidissement plus rapide. Peut-être que certaines galaxies ont simplement eu de la chance, accumulant de la masse à travers des courants d'accrétion froid plutôt que par des fusions violentes, grandissant proprement là où d'autres grandissaient en désordre. Mais même ces explications exigent des ajustements à notre compréhension. Elles nous disent que nos modèles de formation stellaire dans l'univers primitif étaient trop conservateurs, que nous avons sous-estimé la capacité de l'univers jeune à construire des structures complexes rapidement. Et quand vous commencez à ajuster les paramètres dans un modèle aussi interconnecté que le modèle standard de la cosmologie, les changements se propagent. Modifier la formation stellaire précoce affecte les prédictions sur la rayonisation de l'univers, la période où la lumière ultraviolette des premières étoiles a ionisé l'hydrogène intergalactique et rendu l'univers transparent.
Cela affecte les prédictions sur l'enrichissement chimique du milieu intergalactique, la quantité d'éléments lourds disséminés dans l'espace entre les galaxies. Cela affecte les prédictions sur la croissance des trous noirs supermassifs qui résident au centre de presque toutes les grandes galaxies. Et c'est là que les trous noirs entrent en scène avec une force particulière. Parce que Webb n'a pas seulement trouvé des galaxies trop massives trop tôt, il a trouvé des trous noirs trop massifs trop tôt. Des trous noirs supermassifs, pesant des centaines de millions, voire des milliards de masses solaires, existant dans un univers qui n'avait que quelques centaines de millions d'années. Selon nos modèles standards de croissance des trous noirs, c'est presque impossible. Les trous noirs grandissent en dévorant la matière environnante. Mais il y a une limite à la vitesse à laquelle ils peuvent le faire. C'est la limite d'Eddington, nommée d'après l'astrophysicien Arthur Eddington. Quand un trou noir absorbe de la matière, cette matière s'échauffe en spiralant vers l'intérieur et émet un rayonnement intense. Ce rayonnement exerce une pression vers l'extérieur qui repousse la matière entrante. À un certain point, la pression du rayonnement équilibre exactement la force gravitationnelle du trou noir et la matière ne peut plus tomber plus vite. C'est la limite d'Eddington et elle impose un plafond au taux de croissance d'un trou noir. Si un trou noir commence petit, disons quelques dizaines de masses solaires, comme le résidu d'une étoile massive qui s'est effondrée, et qu'il absorbe de la matière à la limite d'Eddington sans interruption, il lui faudrait environ 1 milliard d'années pour atteindre 1 milliard de masses solaires. Mais Webb observe des trous noirs de cette taille dans un univers qui n'a que 7 ou 800 millions d'années. La chronologie ne fonctionne pas. Soit ces trous noirs ont grandi plus vite que la limite d'Eddington, ce qui nécessiterait des conditions physiques que nous ne comprenons pas bien. Soit ils ont commencé beaucoup plus gros que ce que les modèles standards prédisent. Il y a une idée qui gagne du terrain dans la communauté. Les trous noirs à graines lourdes. Au lieu de commencer comme de petits résidus stellaires, certains trous noirs dans l'univers primitif pourraient avoir démarré comme des objets de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de masses solaires. Formés par l'effondrement direct de vastes nuages de gaz primordial qui n'avaient jamais formé d'étoiles, ces trous noirs auraient eu une avance considérable dans la course à la croissance. Ils n'auraient pas plus besoin de manger aussi vite ou aussi longtemps pour atteindre les masses colossales que Webb observe. Mais cette explication soulève ses propres questions. Comment un nuage de gaz aussi massif peut-il s'effondrer directement en trou noir sans d'abord se fragmenter en étoiles? Quelles conditions spéciales de l'univers primitif permettraient à cela? Et si ces graines lourdes étaient communes dans le jeune univers, pourquoi n'en voyons-nous pas les traces dans les galaxies modernes? Chaque réponse engendre de nouvelles questions. Chaque solution proposée à un problème en crée un autre. C'est le signe d'une science qui atteint les limites de ce qu'elle sait. Et c'est exactement là où la cosmologie se trouve en ce moment. Il faut prendre du recul maintenant et considérer ce que tout cela signifie en termes plus larges. Pas seulement pour la physique, mais pour notre compréhension de la place que nous occupons dans le cosmos. Parce que ce n'est pas simplement une querelle technique entre astronomes sur la valeur d'un nombre. C'est un tremblement dans les fondations de notre image du monde. Depuis des décennies, nous avions une histoire cohérente. L'univers est né il y a 13,8 milliards d'années dans un état incroyablement chaud et dense. Il s'est étendu et refroidi. Les premières particules se sont formées, puis les premiers atomes, puis les premières étoiles. Les étoiles ont forgé des éléments plus lourds dans leur cœur nucléaire et les ont dispersés en mourant. De ces cendres stellaires, de nouvelles étoiles se sont formées, entourées de disques de poussière et de gaz qui se sont condensés en planètes. Sur au moins une de ces planètes, la chimie est devenue assez complexe pour s'auto-répliquer, et la vie est apparue. Des milliards d'années plus tard, une espèce de primate sur un petit rocher dans un bras spiral d'une galaxie ordinaire a regardé le ciel et a commencé à poser des questions. Cette histoire est belle. Elle est largement correcte. Et elle repose sur le modèle standard de la cosmologie.
Chaque fois que vous entendez quelqu'un citer l'âge de l'univers, ou la proportion de matière noire, ou le nombre de galaxies dans l'univers observable, ces chiffres viennent du modèle standard. C'est l'échafaudage sur lequel notre compréhension de la réalité est construite. Maintenant, imaginez que cet échafaudage commence à trembler. Pas à s'effondrer. Trembler. Les murs tiennent encore. Le toit est toujours là. Mais les vibrations sont réelles, et elles s'intensifient, et personne ne sait encore si elles vont se calmer ou si quelque chose de structurel est en train de céder. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. La question que personne ne peut encore répondre est celle-ci. Est-ce que les fissures que Webb a révélées sont des problèmes superficiels, des erreurs de mesure ou des simplifications excessives dans nos modèles qui seront corrigés avec de meilleures données et des analyses plus fines? Ou est-ce qu'elles sont les premiers signes de quelque chose de beaucoup plus profond, les indices d'une physique nouvelle que nous n'avons pas encore imaginée? Si c'est la première option, la cosmologie s'autocorrigera comme elle l'a toujours fait. Les tensions se résoudront, le modèle standard sera affiné, peut-être légèrement modifié, mais fondamentalement intact. Et nous continuerons d'habiter la même histoire cosmique que nous connaissons, avec quelques détails ajustés. Si c'est la seconde option, nous sommes au seuil de quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qui pourrait transformer notre compréhension de la réalité aussi profondément que la découverte de l'expansion de l'univers l'a fait il y a un siècle, ou que la découverte de l'accélération de l'expansion l'a fait il y a 25 ans. Une nouvelle physique, de nouvelles particules, de nouvelles forces, peut-être même une nouvelle conception de l'espace et du temps eux-mêmes. L'histoire de la cosmologie est ponctuée de ces moments de crise qui se sont transformés en percées. Quand les astronomes du XIXe siècle ont découvert que l'orbite de Mercure ne correspondait pas aux prédictions de la gravité newtonienne, ils ont d'abord cherché une planète cachée. Ils ne l'ont jamais trouvée. La solution est venue d'Einstein, qui a montré que la gravité n'était pas une force comme Newton la concevait, mais une courbure de l'espace-temps. La discordance dans l'orbite de Mercure n'était pas un problème, c'était un indice. Quand les astronomes des années 1920 ont découvert que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, l'implication était si troublante qu'Einstein lui-même a tenté de la supprimer, ajoutant une constante cosmologique à ses équations pour maintenir un univers statique. Il a plus tard qualifié cette décision de plus grande erreur de sa vie. Ironiquement, la constante cosmologique est revenue des décennies plus tard sous une forme différente, comme une description possible de l'énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers. Quand les mesures des années 1990 suggéraient que l'univers était plus jeune que ses étoiles les plus anciennes, la communauté était en crise. La solution est venue de la découverte que l'expansion accélérait, ce qui modifiait la relation entre l'âge et le taux d'expansion, résolvant la contradiction. À chaque fois, la crise a précédé une révolution. À chaque fois, ce qui semblait être un problème s'est révélé être une fenêtre sur quelque chose que personne n'avait prévu. Sommes-nous à un de ces moments? Personne ne le sait avec certitude. Mais les signes sont là. Deux méthodes indépendantes de mesure du taux d'expansion qui refusent de s'accorder malgré les instruments les plus précis jamais construits. Des galaxies dans l'univers primitif qui défient les timelines de nos modèles. Des formes galactiques qui suggèrent que la matière noire pourrait ne pas être ce que nous pensions. Une seconde tension, plus subtile, dans la granulosité du cosmos. Et au centre de tout cela, l'énergie noire, cette force mystérieuse qui compose les 2/3 de tout ce qui existe et dont nous ne comprenons fondamentalement rien. Nous savons qu'elle est là parce que nous pouvons voir ses effets. L'expansion de l'univers accélère, ce qui signifie que quelque chose pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus vite. Nous l'appelons énergie noire, faute d'un meilleur nom. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas si elle est constante dans le temps ou si elle change.
Nous ne savons pas si c'est une propriété de l'espace-temps lui-même, une forme d'énergie qui remplit le vide, ou la manifestation d'une physique que nous n'avons pas encore découverte. Et c'est peut-être le plus stupéfiant de tout. Nous vivons dans un univers dont nous ne comprenons que 5%. La matière ordinaire, les atomes dont sont faits les étoiles, les planètes, les êtres vivants, tout ce que nous pouvons toucher et voir ne représente qu'une fraction minuscule de ce qui existe. 27% est de la matière noire, une substance qui n'interagit avec la lumière d'aucune façon et que nous ne pouvons détecter que par ses effets gravitationnels. 68% est de l'énergie noire, une force dont nous ne connaissons que le nom. 95% de l'univers nous est fondamentalement étranger. Et maintenant, les 5% que nous pensions comprendre commencent à se comporter de manière inattendue. Les galaxies se forment trop vite. L'expansion va trop vite. La granulosité n'est pas tout à fait correcte. Nos deux meilleures méthodes pour mesurer la même chose donnent des réponses différentes. Et quand nous construisons le télescope le plus puissant jamais conçu et que nous l'envoyons à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour trancher le débat, il nous dit que les deux côtés ont raison. Si vous pouviez, d'une façon ou d'une autre, vous tenir à l'extérieur de l'univers et observer ce moment, vous verriez une espèce sur une petite planète rocheuse, en orbite autour d'une étoile ordinaire dans la banlieue d'une galaxie de taille moyenne, utilisant des miroirs et des mathématiques pour se disputer sur la question de savoir si la réalité s'expand 6% plus vite qu'elle ne le devrait, et se sentant véritablement contrariée par cela. C'est soit absurde, soit magnifique. Et je pense que c'est peut-être les deux à la fois. Ce n'est pas un échec, c'est tout l'opposé. C'est à quoi cela ressemble quand une science atteint la frontière de ce qu'elle sait et continue de pousser. L'univers n'est pas cassé. Notre carte de lui est simplement incomplète. Et la prochaine version, quand elle arrivera, sera plus étrange et plus belle que tout ce que nous avons dessiné jusqu'ici. Nous vivons à l'intérieur d'une question. Et la question elle-même était magnifique. L'univers le plus précisément mesuré de l'histoire nous dit deux choses différentes en même temps. Et les deux semblent être correctes. Quelque chose dans l'espace entre le début et maintenant fait quelque chose que nous ne comprenons pas. Un ingrédient que nous n'avons pas identifié, un processus que nous n'avons pas modélisé, une propriété de la réalité que nous n'avons pas encore imaginée. Et quelque part, dans un bureau à Johns Hopkins, Adam Riess regarde ces données et sait que l'univers lui dit quelque chose. Quelque chose d'important, quelque chose de nouveau. Il ne sait pas encore quoi, personne ne le sait. Mais les instruments s'affinent, les données s'accumulent et les questions deviennent plus précises. Et chaque question plus précise est un pas de plus vers une réponse que personne n'a encore formulée. Le ciel nocturne est le même qu'il a toujours été. Les mêmes étoiles, les mêmes galaxies, la même expansion silencieuse et invisible. Mais notre compréhension de ce ciel est en train de changer. Pas en s'effondrant, en grandissant, en dépassant les limites de ce que nous savions et en s'aventurant dans le territoire de ce que nous ne savons pas encore. C'est terrifiant et exaltant en parts égales. Et c'est exactement là où la science est censée nous emmener. Au bord de ce que nous comprenons, face à face avec ce que nous ne comprenons pas, avec la certitude qu'au-delà de cette frontière, quelque chose attend d'être découvert, quelque chose qui changera tout. L'univers garde ses secrets, mais il laisse des indices. Et pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons les instruments pour les lire. La question est de savoir si nous sommes prêts pour ce qu'ils disent. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qui dépasse la querelle entre 67 et 73. Quelque chose qui touche à la nature même de notre capacité à comprendre l'univers. Parce que la tension de Hubble n'est pas simplement un désaccord entre deux mesures. C'est un symptôme de quelque chose de bien plus vaste. C'est le signe que l'univers que nous habitons est peut-être fondamentalement différent de l'univers que nous avons modélisé.
Et la différence pourrait ne pas être une question de degré. Elle pourrait être une question de nature. Pour saisir l'ampleur de ce qui est en jeu, il faut comprendre ce que le modèle standard est réellement. Ce n'est pas une théorie unique, c'est un assemblage. Un édifice construit au fil des décennies en empilant des découvertes les unes sur les autres, chacune soutenant la suivante comme les étages d'une tour. Le premier étage est la relativité générale d'Einstein, qui décrit comment la gravité fonctionne à grande échelle. Le deuxième est la théorie du Big Bang, l'idée que l'univers a commencé dans un état extrêmement dense et chaud et s'est étendu depuis. Le troisième est l'inflation cosmique, une hypothèse proposée dans les années 1980 par Alan Guth et d'autres, qui postule que l'univers a subi une expansion exponentiellement rapide dans ses premiers instants, lissant les irrégularités et expliquant pourquoi le cosmos apparaît si uniforme dans toutes les directions. Au-dessus de ces étages fondamentaux, nous avons ajouté la matière noire, une substance invisible qui n'interagit avec la lumière d'aucune manière, mais dont la gravité maintient les galaxies ensemble et façonne la structure à grande échelle du cosmos. Sans matière noire, les galaxies tourneraient trop vite et se disloqueraient. Les amas de galaxies ne tiendraient pas ensemble. Les filaments et les vides qui composent la toile cosmique n'existeraient pas dans la forme que nous observons. La matière noire est l'architecte invisible de la structure de l'univers. Et tout en haut de l'édifice, nous avons l'énergie noire, ajoutée à la fin des années 1990, quand deux équipes indépendantes, l'une dirigée par Saul Perlmutter et l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas sous l'effet de la gravité, comme tout le monde s'y attendait. Elle accélérait. Quelque chose poussait les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus vite. Ce quelque chose a reçu le nom d'énergie noire, et c'est devenu l'ingrédient dominant de l'univers, représentant environ 68% de sa densité d'énergie totale. Chaque étage de cette tour repose sur celui d'en dessous. Si la relativité générale est incorrecte à grande échelle, toute la structure vacille. Si l'inflation cosmique n'a pas eu lieu exactement comme nous le modélisons, les prédictions du fond diffus cosmologique changent. Si la matière noire n'est pas faite de particules froides et massives comme nous le supposons, la formation des galaxies se déroule différemment. Et si l'énergie noire n'est pas constante, si elle varie dans le temps ou dans l'espace, alors le taux d'expansion de l'univers n'est pas ce que nous calculons. La tension de Hubble pourrait être le signe que l'un de ces étages est fissuré, ou que plusieurs le sont, ou qu'il manque un étage entier que personne n'a encore construit. Considérons la matière noire plus en détail, parce que c'est peut-être là que les fissures sont les plus profondes. Le modèle standard de la cosmologie suppose que la matière noire est froide. Froide, dans ce contexte, ne fait pas référence à la température au sens ordinaire. Cela signifie que les particules de matière noire se déplacent lentement par rapport à la vitesse de la lumière. Elles sont lourdes et paresseuses, se rassemblant en halos massifs autour desquels les galaxies se forment. Ce modèle, appelé le modèle lambda-CDM, où lambda représente l'énergie noire et CDM signifie Cold Dark Matter, matière noire froide, est le pilier central de la cosmologie moderne. Il prédit avec une précision remarquable la structure à grande échelle de l'univers, la distribution des amas de galaxies, le spectre de puissance du fond diffus cosmologique et l'abondance des éléments légers produits dans les premières minutes après le Big Bang. Mais à des échelles plus petites, le modèle lambda-CDM a des problèmes persistants. Il prédit trop de petites galaxies satellites autour des grandes galaxies comme la Voie lactée, un problème connu sous le nom de crise des satellites manquants. Il prédit que les centres des galaxies naines devraient être plus denses qu'ils ne le sont en réalité, le problème QSP-Core. Et il prédit que les galaxies satellites les plus massives devraient être celles qui sont les plus proches de la galaxie hôte, ce qui n'est pas toujours le cas, le problème too big to fail.
Chacun de ces problèmes a des solutions potentielles qui ne nécessitent pas d'abandonner la matière noire froide. Les processus astrophysiques ordinaires, comme les explosions de supernovas qui expulsent le gaz des centres des galaxies, ou les interactions entre la matière ordinaire et la matière noire qui modifient la distribution de cette dernière, pourraient expliquer les divergences. Mais les corrections nécessaires semblent parfois ad hoc, ajoutées spécifiquement pour résoudre un problème sans être prédites par la théorie elle-même. Et maintenant, avec la découverte de Webb que les jeunes galaxies ont des formes allongées cohérentes avec la matière noire tiède ou ondulatoire, un autre fil se dessert dans le tissu du modèle lambda CDM. Si la matière noire n'est pas froide, si les particules qui la composent sont plus légères et se déplacent plus rapidement, le paysage cosmique change de manière fondamentale. La matière noire tiède lisserait les structures à petite échelle, réduisant le nombre de galaxies satellites et aplatissant les centres des galaxies naines, résolvant potentiellement plusieurs des problèmes qui tourmentent le modèle depuis des décennies. Mais elle créerait aussi de nouveaux problèmes. La formation des premières structures serait retardée, ce qui est difficile à concilier avec les galaxies précoces et massives que Webb observe. Il y a une ironie extraordinaire dans cette situation. Webb résout un problème en créant un autre. Les galaxies allongées suggèrent une matière noire plus légère et plus douce. Mais les galaxies massives précoces semblent exiger le contraire, une matière noire qui permet aux structures de se former rapidement et efficacement. C'est comme si l'univers envoyait des signaux contradictoires, et chaque nouveau signal rendait l'image globale plus confuse plutôt que plus claire. Certains physiciens pensent que la solution pourrait impliquer non pas un seul type de matière noire, mais plusieurs. Un secteur sombre complexe, avec différentes particules interagissant entre elles de manière que nous n'avons pas encore modélisée. Tout comme la matière ordinaire n'est pas faite d'un seul type de particules, mais d'une riche écologie de quarks, d'électrons, de neutrinos et de bosons interagissant à travers plusieurs forces, le secteur sombre pourrait être tout aussi riche et complexe. Si c'est le cas, notre modèle de matière noire froide, simple et élégant serait une simplification grossière de quelque chose de beaucoup plus subtil. Il y a aussi la possibilité que la matière noire n'existe pas du tout, pas de la manière dont nous la concevons en tout cas. Depuis les années 1980, le physicien Mordechai Milgrom a défendu une théorie alternative appelée MOND. Pour Modified Newtonian Dynamics, dynamique newtonienne modifiée, MOND propose que les lois de la gravité changent à très faibles accélérations. Les accélérations typiques que l'on trouve au bord d'un amas des galaxies, là où l'influence gravitationnelle est la plus ténue. Au lieu d'invoquer de la matière invisible pour expliquer pourquoi les galaxies tournent trop vite, MOND modifie la loi de la gravité elle-même. MOND a des succès remarquables. Elle prédit les courbes de rotation des galaxies avec une précision souvent supérieure à celle des modèles de matière noire froide, et elle le fait avec un seul paramètre libre au lieu de la douzaine nécessaire pour ajuster les halos de matière noire. Mais elle échoue spectaculairement à l'échelle des amas de galaxies, où la quantité de masse manquante est trop grande pour être expliquée par une simple modification de la gravité. Et elle n'a jamais produit de prédiction convaincante pour le fond diffus cosmologique, le terrain, où le modèle standard triomphe le plus brillamment. Récemment, cependant, de nouvelles versions de la gravité modifiée ont émergé qui tentent de combiner les succès de MOND à l'échelle galactique avec une cosmologie viable à grande échelle. La théorie de la gravité émergente d'Eric Verlinde, par exemple, traite la gravité non pas comme une force fondamentale, mais comme un phénomène qui émerge de l'information et de l'entropie de l'espace-temps lui-même. Dans ce cadre, ce que nous appelons matière noire pourrait être un artefact de notre incompréhension de la gravité, un fantôme créé par notre insistance à appliquer les équations d'Einstein à un régime où elles ne sont plus valides. Ces idées restent hautement spéculatives.
Aucune n'a produit un modèle qui rivalise avec lambda CDM dans tous les domaines. Mais le fait qu'elle soit prise au sérieux par des physiciens de renom reflète un malaise grandissant dans la communauté. Le sentiment que quelque chose ne va pas. Pas nécessairement quelque chose de catastrophique, mais quelque chose de réel. Quelque chose que les données nous disent et que nous ne savons pas encore interpréter. Et puis, il y a l'énergie noire, le mystère le plus profond de tous. Si la matière noire est un problème, l'énergie noire est un abîme. Voici ce que nous savons. L'expansion de l'univers accélère. Cela a été démontré pour la première fois en 1998 par 2 équipes indépendantes qui étudiaient des supernovas de type 1 à lointaine. La découverte a été si surprenante qu'elle a valu le prix Nobel à ses auteurs en 2011. Mais malgré 27 ans de recherche depuis cette découverte, nous ne comprenons fondamentalement pas ce qui cause cette accélération. L'explication la plus simple est que l'énergie noire est la constante cosmologique d'Einstein, une propriété de l'espace-temps lui-même. Dans cette interprétation, le vide possède une densité d'énergie intrinsèque, une pression négative qui pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. C'est élégant, c'est minimal, et cela produit des prédictions qui sont en excellent accord avec les observations. Mais il y a un problème colossal. Quand les physiciens essaient de calculer la valeur de la constante cosmologique en utilisant la mécanique quantique, ils obtiennent un nombre qui est plus grand que la valeur observée d'un facteur de 10 à la puissance 120. 120 ordres de grandeur. Ce n'est pas une petite erreur. C'est la plus grande divergence entre théorie et observation dans toute l'histoire de la physique. Steven Weinberg, autre lauréat du prix Nobel, l'a qualifié de pire prédiction de l'histoire de la physique. Cette divergence est connue sous le nom de problème de la constante cosmologique et personne ne sait comment la résoudre. Certains physiciens invoquent le principe anthropique, argumentant que la constante cosmologique a la valeur qu'elle a parce que si elle était beaucoup plus grande, les galaxies n'auraient jamais pu se former et nous ne serions pas là pour la mesurer. Mais cette explication, si on peut l'appeler ainsi, est profondément insatisfaisante pour la plupart des physiciens. Elle ne prédit rien, elle ne explique rien. Elle dit simplement que les choses sont comme elles sont parce qu'autrement nous ne serions pas là pour les observer. D'autres possibilités existent. L'énergie noire pourrait ne pas être constante. Elle pourrait varier dans le temps, devenant plus forte ou plus faible à mesure que l'univers vieillit. C'est ce que les physiciens appellent la quintessence, un champ dynamique qui remplit l'espace et dont la densité d'énergie change au fil du temps cosmique. Si l'énergie noire est dynamique plutôt que constante, cela pourrait potentiellement aider à résoudre la tension de Hubble, parce que l'univers se serait étendu à des vitesses différentes à différentes époques, et la relation entre les mesures précoces et tardives du taux d'expansion serait modifiée. Des résultats préliminaires du projet DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrument installé au sommet d'une montagne en Arizona qui mesure les positions tridimensionnelles de dizaines de millions de galaxies pour cartographier l'histoire de l'expansion de l'univers, ont suggéré en 2024 que l'énergie noire pourrait effectivement varier dans le temps. Les données montraient des écarts par rapport au modèle de constante cosmologique qui, bien que non encore statistiquement conclusifs, ont envoyé une onde de choc à travers la communauté cosmologique. Si ces écarts se confirment avec des données supplémentaires, ce serait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la physique. Cela signifierait que l'énergie qui domine l'univers, l'énergie qui contrôle son destin ultime, n'est pas fixe, mais évolue. Et toutes nos prédictions sur le futur du cosmos seraient fondamentalement modifiées. Mais il y a une possibilité encore plus radicale. L'énergie noire pourrait ne pas exister du tout. Pas comme une substance ou un champ séparé en tout cas. L'accélération de l'expansion que nous observons pourrait être un effet de la structure inhomogène de l'univers. L'univers n'est pas parfaitement lisse. Il contient des galaxies, des amas, des filaments et des vides.
Quand nous calculons le taux d'expansion en utilisant la relativité générale, nous supposons généralement un univers homogène et isotrope, parfaitement uniforme dans toutes les directions. Mais dans un univers grumeleux, la moyenne de l'expansion sur de grandes échelles pourrait ne pas être la même que l'expansion locale. Les vides s'expandent plus vite que les régions denses. La lumière qui traverse ces vides est étirée davantage. Et si nous ne prenons pas correctement en compte ces effets, nous pourrions interpréter un taux d'expansion non uniforme comme une accélération. C'est l'idée de la back-réaction, et elle a été défendue par plusieurs groupes de cosmologistes. Les calculs sont extraordinairement difficiles parce qu'ils impliquent de résoudre les équations d'Einstein dans un espace-temps réellement inhomogène, ce qui est beaucoup plus compliqué que de les résoudre dans un espace-temps idéalisé et lisse. Les résultats sont controversés. Certaines équipes trouvent que l'effet est négligeable. D'autres trouvent qu'il pourrait être assez grand pour expliquer une partie significative de l'accélération observée. La question reste ouverte. Ce qui est clair, c'est que nous sommes confrontés à un réseau interconnecté de problèmes qui ne peuvent pas être résolus isolément. La tension de Hubble, les galaxies précoces et massives, la nature de la matière noire, le comportement de l'énergie noire, la tension S8 dans la granulosité du cosmos, tous ces problèmes sont liés. Tirer sur un fil affecte tous les autres. Résoudre la tension de Hubble en modifiant l'énergie noire pourrait aggraver le problème des galaxies précoces. Résoudre le problème des galaxies précoces en changeant la matière noire pourrait créer de nouvelles tensions dans le fond diffus cosmologique. Le système est si interdépendant que toute solution partielle risque de créer autant de problèmes qu'elle en résout. C'est exactement ce qui rend ce moment si excitant pour les physiciens. Et c'est exactement ce qui rend ce moment si vertigineux pour quiconque essaie de comprendre ce que la science nous dit sur la nature de la réalité. Nous ne sommes pas confrontés à un problème simple avec une solution simple. Nous sommes confrontés à la possibilité que notre cadre entier pour comprendre l'univers est une approximation remarquablement bonne, mais une approximation quand même, et que la réalité sous-jacente est quelque chose de fondamentalement différent de ce que nous avons modélisé. Les instruments qui pourraient trancher ces questions sont en route ou déjà opérationnels. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour un lancement dans les prochaines années, mènera des relevés grands champs de supernovas et de lentilles gravitationnelles conçues pour mesurer le taux d'expansion de l'univers à différentes époques avec une précision sans précédent. Si l'énergie noire varie dans le temps, Roman le détectera. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancée en 2023, cartographie la distribution de milliards de galaxies sur un tiers du ciel, mesurant leur forme déformée par la lentille gravitationnelle pour cartographier la distribution de la matière noire à travers le cosmos. Si la matière noire n'est pas froide, Euclide le verra dans les motifs de distorsion. Le télescope Vera C. Rubin, un instrument au sol au Chili dont le premier regard sur le ciel est imminent, scrutera l'ensemble du ciel visible toutes les quelques nuits, cataloguant des milliards d'objets et découvrant des milliers de nouvelles supernovas chaque année. Cette moisson de données transformera notre capacité à mesurer l'expansion de l'univers et la croissance des structures à travers le temps cosmique. Et Webb, lui-même, continue de regarder plus profondément dans l'univers primitif, repoussant les frontières de ce que nous pouvons observer. Chaque nouveau cycle d'observation apporte de nouvelles surprises, de nouvelles galaxies qui n'auraient pas dû exister, de nouveaux trous noirs qui n'auraient pas dû être aussi massifs, de nouvelles structures qui n'auraient pas dû être aussi organisées aussi tôt dans l'histoire cosmique. Nous vivons dans un moment de transition. Le modèle standard de la cosmologie est comme la mécanique newtonienne à la fin du XIXe siècle. Extraordinairement réussi. Précis à un degré remarquable, capable d'expliquer la grande majorité des observations, et pourtant portant en lui des anomalies, des fissures,
des incohérences qui, avec le recul, se révéleront avoir été les premiers signes de quelque chose de radicalement nouveau. Newton n'avait pas tort. Ces lois fonctionnent magnifiquement dans le domaine où il les avait testées. Mais elles étaient incomplètes. Elles manquaient quelque chose, une courbure de l'espace-temps, une relativité du temps, une équivalence entre masse et énergie, qui ne devenait apparente que dans les conditions extrêmes que Newton n'avait jamais pu explorer. Einstein n'a pas renversé Newton. Il l'a englobé dans un cadre plus large, un cadre qui incluait tout ce que Newton avait raison et ajoutait ce que Newton n'avait pas pu voir. La cosmologie attend peut-être son prochain Einstein. Quelqu'un qui regardera la tension de Hubble, les galaxies impossibles de Webb, les mystères de la matière noire et de l'énergie noire, et verra non pas un ensemble de problèmes séparés, mais les facettes d'une vérité unique que nous ne savons pas encore formuler. Une vérité qui englobera le modèle standard comme Einstein a englobé Newton, gardant tout ce qui fonctionne et ajoutant quelque chose que nous n'avions pas imaginé. Ou peut-être que la solution viendra non pas d'un esprit unique, mais d'un ensemble de progrès incrémentaux, chacun résolvant un morceau du puzzle, jusqu'à ce que le tableau complet émerge progressivement comme une photographie en développement. Les sciences n'avancent pas toujours par révolution. Parfois, elles avancent par accumulation, chaque découverte ajoutant un pixel supplémentaire à une image qui ne prend sens que quand suffisamment de pixels sont en place. Dans tous les cas, ce que nous savons avec certitude, c'est que l'univers que nous habiterons dans nos modèles dans 20 ou 30 ans sera différent de celui que nous habitons aujourd'hui. Pas physiquement différent. L'univers lui-même ne change pas en fonction de nos théories. Mais notre compréhension de lui, notre carte mentale de la réalité, sera redessinée. Certaines frontières seront repoussées. Certaines régions que nous pensions connaître se révéleront terra incognita. Et certaines questions que nous ne savions même pas poser deviendront les questions les plus importantes de la physique. C'est la leçon la plus profonde que la tension de Hubble et les découvertes de Webb nous enseignent, non pas que notre science est en échec, mais qu'elle est vivante, qu'elle fonctionne exactement comme elle est censée fonctionner, une quête permanente pour comprendre une réalité qui est toujours plus riche, plus subtile et plus surprenante que tout ce que nous avions anticipé. L'univers est plus vieux que nous ne pouvons le comprendre intuitivement, plus grand que nous ne pouvons le visualiser, plus étrange que nous ne l'avions imaginé. Et il vient de nous dire, à travers les données de 2 télescopes spatiaux qui confirment mutuellement leurs résultats, que nous avons encore beaucoup à apprendre. Le ciel nocturne est le même qu'il a toujours été. Les mêmes constellations, la même voie lactée s'étirant en arc au-dessus de nos têtes. Mais sous cette familiarité apparente, quelque chose a changé. Pas dans le ciel, en nous, dans notre compréhension de ce que nous voyons quand nous levons les yeux. Dans la certitude tranquille qui s'est transformée en une question vaste et ouverte. L'univers s'expand. Cela, nous le savons. Mais à quelle vitesse? Pourquoi? Et vers quoi? Ces questions sont redevenues ce qu'elles auraient toujours dû être, des frontières, des invitations, des portes vers quelque chose que nous n'avons pas encore la capacité de nommer. Et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes, qu'après des siècles de progrès, après avoir cartographié le fond diffus cosmologique avec une précision de parties par million, après avoir catalogué des milliards de galaxies, après avoir envoyé un télescope à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour regarder l'aube de l'univers lui-même, nous nous retrouvons exactement là où chaque grande aventure scientifique commence. Face à l'inconnu, avec les yeux grands ouverts, et suffisamment courageux pour admettre que nous ne comprenons pas encore. Mais attendez. Parce qu'il y a un dernier chapitre à cette histoire que nous n'avons pas encore abordé. Un chapitre qui concerne non pas ce que nous avons trouvé, mais ce que nous n'avons pas trouvé, et qui, d'une certaine manière, est le plus troublant de tous. Depuis plus de 40 ans, les physiciens cherchent la particule de matière noire. Des détecteurs,
enterrés dans les mines les plus profondes du monde, blindés contre les rayons cosmiques par des kilomètres de roches, attendent patiemment qu'une particule de matière noire frappe un noyau atomique avec assez de force pour être enregistrée. Des accélérateurs de particules, dont le grand collisionneur de Hadron au CERN, font entrer en collision des protons à des vitesses proches de celles de la lumière, espérant qu'une fraction de l'énergie de collision se transforme en particules de matière noire selon la célèbre équation E égale mc au carré d'Einstein. Des télescopes scrutent les centres des galaxies et les amas de galaxies à la recherche des produits d'annihilation de particules de matière noire, les photons gamma ou les paires d'antimatière qui devraient être produits quand deux particules de matière noire se rencontrent et se désintègrent. Rien. 40 ans de recherche. Des milliards d'euros dépensés, les instruments les plus sensibles jamais construits, et pas une seule détection confirmée d'une particule de matière noire. Le candidat le plus populaire pendant des décennies a été le WIMP, le Weakly Interacting Massive Particle, particules massives à interaction faible. Les WIMP sont attrayants parce qu'ils apparaissent naturellement dans les extensions supersymétriques du modèle standard de la physique des particules. La supersymétrie prédit l'existence d'une particule partenaire pour chaque particule connue, et la plus légère de ces partenaires supersymétriques aurait exactement les propriétés qu'on attendrait de la matière noire, massive, stable, et interagissant si faiblement avec la matière ordinaire qu'elle serait pratiquement invisible. Le problème est que le LHC n'a trouvé aucune preuve de la supersymétrie. Pas un seul des partenaires supersymétriques prédits n'a été détecté, malgré des collisions à des énergies suffisamment élevées pour les produire s'ils avaient les masses que les théories les plus populaires prédisaient. Et les détecteurs directs de matière noire, qui ont augmenté leur sensibilité de plusieurs ordres de grandeur au fil des décennies, n'ont trouvé aucun WIMP non plus. L'espace des paramètres disponibles pour les WIMP se rétrécit rapidement. Ils ne sont pas encore exclus, mais le territoire restant où ils pourraient se cacher devient de plus en plus exigu. Si les WIMP n'existent pas, alors qu'est-ce que la matière noire? D'autres candidats existent. Les actions, des particules extrêmement légères postulées initialement pour résoudre un problème différent en physique des particules, pourraient remplir l'univers en quantité suffisante pour constituer la matière noire. Les neutrinos stériles, des cousins hypothétiques des neutrinos ordinaires qui n'interagiraient que par la gravité, sont un autre candidat. Les trous noirs primordiaux, formés dans les premiers instants de l'univers avant même que les étoiles n'existent, pourraient contribuer à la matière noire s'ils ont été produits en quantité suffisante. Chacun de ces candidats a ses propres forces et faiblesses, ses propres prédictions testables, ses propres signatures observationnelles, et chacun changerait notre compréhension de l'univers de manière différente s'il s'avérait être la réponse. Des actions suggéreraient une extension du modèle standard des particules dans une direction spécifique. Des trous noirs primordiaux impliqueraient des conditions particulières dans l'univers très primitif. Des neutrinos stériles pointeraient vers une physique au-delà du modèle standard dans le secteur des neutrinos. Un secteur qui a déjà produit des surprises avec la découverte que les neutrinos ordinaires ont une masse. Le fait que nous ne sachions toujours pas de quoi 27% de l'univers est fait, après 40 ans de recherche avec les instruments les plus avancés que notre civilisation ait jamais produits, est à la fois humiliant et inspirant. Humiliant parce qu'il nous rappelle les limites de notre connaissance actuelle. Inspirant parce qu'il signifie que des découvertes fondamentales nous attendent encore. Et l'énergie noire est un mystère encore plus profond. Au moins avec la matière noire, nous avons des candidats plausibles, des théories qui prédisent son existence, des expériences qui pourraient la détecter. Avec l'énergie noire, nous n'avons pratiquement rien. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas pourquoi elle a la valeur qu'elle a. Nous ne savons même pas si c'est vraiment une chose, une substance qui remplit l'espace, ou une propriété de l'espace-temps lui-même, ou un artefact de notre incompréhension, de la gravité à grande échelle.
La tension de Hubble pourrait être le premier fil que nous tirons dans ce mystère. Si la divergence entre les deux mesures du taux d'expansion est réelle, elle nous dit que quelque chose dans notre modèle de l'expansion cosmique est faux. Et puisque l'expansion cosmique est dominée par l'énergie noire, la tension pourrait être notre premier indice concret sur la nature de cette force mystérieuse. C'est pourquoi tant de physiciens sont simultanément anxieux et enthousiastes. Anxieux parce que les fondations de leur domaine tremblent, enthousiastes parce que les fondations qui tremblent sont souvent le prélude à une reconstruction spectaculaire. L'histoire de la physique est une succession de crises résolues par des percées qui ont transformé notre compréhension de la réalité de manière irréversible. La crise de la mécanique classique à la fin du XIXe siècle a produit la relativité et la mécanique quantique. La crise de la physique nucléaire dans les années 1930 a produit le modèle standard des particules. La crise cosmologique des années 1990 a produit la découverte de l'énergie noire. Chaque crise semblait être la fin de quelque chose. Chaque crise s'est révélée être le début de quelque chose de bien plus grand. Nous ne savons pas encore ce que la crise actuelle produira, mais les ingrédients sont tous là. Les données de Webb qui montrent un univers primitif plus complexe et plus mature que prévu. La tension de Hubble qui refuse de se résoudre malgré les instruments les plus précis de l'histoire. Les indices que la matière noire pourrait ne pas être ce que nous pensions, les suggestions préliminaires que l'énergie noire pourrait varier dans le temps. La tension S8 qui murmure que la distribution de la matière n'est pas tout à fait ce que le modèle prédit. Tous ces fils convergent vers une conclusion unique. Notre carte de l'univers est incomplète, pas fausse, incomplète. Et les pièces manquantes, quand nous les trouverons, transformeront notre compréhension de la réalité d'une manière que nous ne pouvons pas prédire, parce que par définition, les découvertes véritablement transformatrices sont celles que personne n'avait vues venir. En ce moment, quelque part dans l'espace, le miroir doré de James Webb capte la lumière d'une galaxie qui existait quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Cette lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années à travers un espace en expansion pour atteindre un télescope que des primates intelligents sur une planète ordinaire ont envoyé à 1,5 million de kilomètres de leur maison. Et cette lumière raconte une histoire que nous ne savons pas encore interpréter. Une histoire de galaxies qui se sont formées trop vite, de trous noirs qui ont grandi trop massivement, d'un univers qui s'expand trop rapidement, d'une réalité qui ne correspond pas tout à fait au modèle que nous avions dessiné avec tant de soin et tant de confiance. C'est une histoire qui devrait nous remplir, non pas de crainte, mais d'émerveillement. Parce que chaque divergence entre nos prédictions et la réalité est un cadeau. Chaque anomalie est une fenêtre. Chaque tension non résolue est une promesse que quelque chose de nouveau et de profond attend d'être découvert juste au-delà de la frontière de ce que nous comprenons. L'univers ne nous doit pas de réponse simple. Il ne nous doit pas un modèle qui tient dans une équation. Il ne nous doit pas la satisfaction de confirmer ce que nous pensons déjà savoir. Ce qu'il nous offre est infiniment plus précieux. Il nous offre des questions qui nous obligent à regarder plus attentivement, à penser plus profondément, à imaginer plus audacieusement. Des questions qui, quand elles seront finalement résolues, nous montreront un univers plus riche et plus étrange que tout ce que nous aurions osé imaginer. Nous avons mal compris l'univers. Adam Riess a raison. Mais ce n'est pas une confession d'échec. C'est une déclaration d'ouverture. C'est la science qui dit. Nous avions une carte, et la carte était bonne, mais la carte n'est pas le territoire. Et le territoire est infiniment plus vaste et plus complexe que nous ne le pensions. Et maintenant, avec les yeux grands ouverts et les instruments les plus puissants jamais construits, nous regardons le territoire lui-même. Et ce que nous voyons est magnifique, déconcertant, et profondément, irréductiblement mystérieux. L'univers s'expand, plus vite que nous le pensions, vers un futur que nous ne pouvons pas prédire,
et nous, debout sur notre petite planète, regardons les étoiles et mesurons l'impossible. C'est peut-être la chose la plus humaine que nous ayons jamais faite, et la plus belle. Mais il reste une chose à dire. Une chose qui transforme cette crise scientifique en quelque chose de profondément personnel. Parce que la tension de Hubble n'est pas un problème abstrait pour des physiciens dans des bureaux lointains. C'est une question sur la nature du monde dans lequel vous vivez en ce moment. Considérez ceci. Si l'univers s'expand plus vite que le modèle standard ne le prédit, l'âge de l'univers pourrait être différent de ce que nous croyons. L'histoire de la matière, de la chimie, de la biologie, tout ce qui a conduit aux étoiles qui ont forgé le carbone dans vos os et l'oxygène dans vos poumons, cette histoire pourrait s'être déroulée sur une chronologie différente de celle que nous avions calculée. Ce n'est pas seulement un ajustement dans un modèle informatique, c'est un ajustement dans l'histoire de votre existence. Chaque atome dans votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. Le calcium de vos dents, le fer de votre sang, le phosphore de votre ADN, tout cela provient de la nucléosynthèse stellaire, le processus par lequel les étoiles massives fusionnent des éléments légers en éléments lourds dans leur entraille thermonucléaire, puis les dispersent dans l'espace quand elles meurent dans des explosions de supernovas. Si la chronologie de l'univers change, la chronologie de la forge de ces éléments change. Le moment où les conditions ont permis à des planètes rocheuses de se former, à des océans de se condenser, à des molécules de se répliquer, tout cela se décale. Vous êtes, littéralement, fait de poussière d'étoiles dont nous ne connaissons pas exactement l'horaire de fabrication. Et la tension de Hubble est la raison pour laquelle. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Que les instruments les plus précis, jamais construits par l'humanité, pointés vers les confins de l'univers observable, vers la lumière la plus ancienne qui existe, nous disent que nous ne connaissons pas l'âge exact de notre propre histoire. Que la chronologie de tout, depuis le Big Bang jusqu'à ce matin, contient une incertitude que nous n'arrivons pas à résoudre. Et que cette incertitude n'est pas le signe d'une science défaillante, mais d'une science qui pousse contre les frontières de la connaissance, avec une telle force qu'elle peut sentir les frontières céder. Einstein a dit un jour que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible. La tension de Hubble ajoute une nuance à cette observation. L'univers est compréhensible, oui, mais il est compréhensible par couches. Et chaque fois que nous pensons avoir atteint la couche finale, une nouvelle épaisseur se révèle en dessous, plus complexe, plus subtile, plus résistante à nos outils et à nos théories que celle d'avant. La question fondamentale que la cosmologie pose n'a pas changé depuis qu'Edwin Hubble a pointé son télescope vers les nébuleuses en 1924 et a réalisé qu'elles étaient des galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, chacune séparée de la nôtre par des abîmes de vide inimaginables. La question est celle-ci. Qu'est-ce que le cosmos? Pas simplement sa taille ou son âge ou sa composition chimique, mais sa nature, son architecture, les règles selon lesquelles il fonctionne et la place que nous occupons à l'intérieur. Pendant un siècle, nous avons construit une réponse à cette question avec une patience et une précision extraordinaires. La relativité générale, le Big Bang, l'inflation cosmique, la matière noire, l'énergie noire. Chaque pièce du puzzle s'emboîtant avec les autres dans un tableau d'une élégance presque suspecte. Et maintenant, le tableau commence à montrer des fissures. Pas des fissures catastrophiques, pas des fissures qui menacent de tout effondrer, mais des fissures qui murmurent que quelque chose d'important manque, quelque chose que nous n'avons pas encore vu, quelque chose que nous n'avons peut-être même pas encore les concepts pour imaginer. C'est terrifiant et c'est magnifique. Et c'est exactement ce que la science fait de mieux, non pas confirmer ce que nous savons déjà, mais nous conduire au bord de ce que nous ignorons et nous y laisser, émerveillés, déstabilisés et brûlants de curiosité. Le miroir doré de James Webb continue de capter la lumière des premières galaxies.
Les équipes de Ries et de Friedman continuent de mesurer, de débattre, de raffiner leurs méthodes. DESY continue de cartographier la distribution tridimensionnelle de millions de galaxies. Euclide continue de photographier le ciel avec une précision que personne n'avait tentée avant. Et quelque part, dans un bureau que je ne connais pas, un esprit que je ne connais pas est peut-être en train de regarder un ensemble de données que personne d'autre n'a encore examiné, et de voir le motif que personne d'autre n'a encore vu. Le motif qui résoudra la tension. Le motif qui ouvrira la prochaine porte. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes en chemin. Et le chemin lui-même est la réponse. Pas la destination, le chemin. Parce que c'est dans la marche vers l'inconnu que l'humanité devient ce qu'elle est de plus noble. Non pas une espèce qui connaît toutes les réponses, mais une espèce qui refuse de cesser de poser les questions. L'univers s'expand, plus vite que nous ne le pensions. Et nous, debout sur cette petite planète bleue, les yeux levés vers un ciel dont nous ne comprenons pas encore toutes les règles, nous mesurons, nous débattons, nous nous émerveillons. Et nous continuons. Parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que nous ferons aussi longtemps que les étoiles brilleront et que des yeux se lèveront pour les regarder.